um, that there's all the positive news coming out, but as I told Nima, this is like Comme je l'ai dit à Nima, c'est un peu comme si on t'invitait à un mariage vendredi, mais que les mariés n'avaient toujours pas signé de contrat prénuptial et qu'ils n'avaient même pas encore échangé leurs alliances. Alors oui, les mots sur le papier, c'est bien, mais ce n'est pas encore un accord. Et moi, personnellement, je reste sceptique. Je ne doute pas que l'Iran ait publié sa propre version de ce qu'est l'accord. Mais les États-Unis, eux, ne l'ont toujours pas fait. Et franchement, Trump, le lobby sioniste, est en train de lui tomber dessus. Il prend des coups de partout. Je ne sais pas combien de temps il va pouvoir tenir. Et puis, il y a autre chose. L'Iran dit « D'accord, on va lever le blocus dans 30 jours, mais ce sera sous contrôle iranien. » Ce qui veut dire qu'ils vont devoir payer une sorte de frais de séjour. J'aime bien reprendre leur expression à Las Vegas. Tu paies des frais de resort. D'accord? Il y a 25 ans, à Vegas, tu n'avais pas à payer de frais de séjour. Aujourd'hui, tu vas à Vegas et tu dois payer des frais de séjour, qui représentent souvent, tu sais, environ un tiers du prix de la chambre. Rien que pour commencer. Aux États-Unis, Trump a dit non, 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 c'est gratuit. Alors moi je dis, il y a quand même un petit désaccord là. Ou bien, on lève le blocus immédiatement, sauf qu'on continue à arrêter et inspecter les navires iraniens qui pourraient transporter de la technologie chinoise ou du matériel militaire. Et là je dis, je ne sais pas. La dernière fois que j'ai vérifié, ça s'appelait toujours un blocus. Alors, montrez-moi les faits. Qu'on voit l'argent, qu'on voit le retrait des navires américains, qu'on voit la levée réelle des sanctions. Là, je croirais. Pour l'instant, je reste du Missouri. Il faut me le montrer. Professeur Marandi, je pense que le point que Larry vient de soulever est vraiment important. Mais avant d'en arriver là, il y a eu l'attaque israélienne contre le Liban. Et l'Iran a décidé de ne pas attaquer Israël, de ne pas riposter. Qu'est-ce que cela signifie? Vous pouvez nous expliquer? Bien sûr. Alors, comme vous le savez, les deux parties étaient assez proches d'un accord, mais il restait encore des divergences importantes. Ensuite, les Américains ont essayé d'imposer de nouvelles conditions. C'était il y a quoi? 2 semaines à peu près. Et l'Iran a dit, on ne discute pas de ça. Et là, tout s'est bloqué. Alors, le régime israélien a bombardé Beyrouth. L'Iran a répliqué et frappé le régime israélien. La marine américaine a attaqué l'Iran à plusieurs reprises. Les Iraniens ont répondu de manière très ferme. Et puis mercredi, enfin je crois que c'est mercredi, désolé, il est 3 heures du matin, là on est mercredi. Par peur de Nima et par amitié pour Larry, je suis venu à l'émission. Mais en vrai, ce sont les menaces de Nima qui m'ont forcé à venir à 3 heures du matin. Que Dieu vous bénisse. Merci. À vous aussi. Et à Nima. Alors, l'écart entre les deux camps persiste. Les Qataris ont envoyé mercredi une délégation pour informer les Iraniens que ces exigences étaient retirées. Donc on est revenu à la situation d'il y a 2 semaines environ. Mais les divergences restent. Maintenant, ce que Trump a dit, oui, avant-hier, je crois, enfin je ne sais plus, il est 3 heures du matin ici, donc je ne suis pas sûr. Mais bon, c'était plus tôt, pas hier, le jour d'avant, selon le calendrier qu'on regarde. Oui, parce qu'ici, on est déjà lundi. Contrairement à ce qu'a dit Trump, il n'y avait pas d'accord. Contrairement à ce qu'a dit le Premier ministre pakistanais, avec tout le respect que je lui dois, il n'y avait pas d'accord. Il n'y avait pas de texte final. Donc, on était dans une impasse. Et hier, donc votre aujourd'hui, j'ai parlé avec 2 ou 3 personnes qui étaient impliquées et elles disaient que personne ne savait vraiment ce qui allait se passer. C'était il y a quoi? 12 heures, peut-être 10 heures. Et là, Netanyahou commet l'erreur la plus énorme et la plus stupide possible. Il décide d'attaquer Beyrouth alors qu'on était dans une impasse. L'Iran avait des exigences, les Américains ne les acceptaient pas,
et l'Iran n'allait pas reculer. Alors cet imbécile bombarde Beyrouth et les Iraniens répondent « Très bien, on va te frapper ». Et c'était évident, comme en plein jour, que l'Iran allait riposter. Les Iraniens se préparaient déjà. Et puis dans les négociations, Trump part profonde inquiétude. Et je crois que la seule explication, c'est qu'il sait que les États-Unis vont droit dans le mur. L'économie américaine va s'effondrer, et il le sait. Alors il dit juste « Non, s'il vous plaît, n'attaquez pas ». Et les Iraniens ont répondu « Nous allons attaquer ». Lors des négociations, qui se sont terminées il y a environ 2 heures et demie, les États-Unis ont cédé sur plusieurs exigences clés de l'Iran. Le régime israélien doit mettre fin aux guerres sur tous les fronts, et il doit aussi mettre fin à l'occupation du Liban. Le blocus des ports iraniens doit cesser immédiatement. Et vendredi, l'Iran autorisera les navires à traverser le détroit d'Ormuz. Mais le fait est que il y a d'autres points aussi que je ne connais pas tous, parce que plus personne ne répond au téléphone maintenant. J'ai appelé quelques personnes, elles n'ont pas décroché, et elles vont sans doute m'en vouloir demain. J'en ai pas tant que ça. Je n'ai pas les détails. Mais ce qui compte, c'est que les États-Unis ont concédé ces points à cause de Netanyahou. Maintenant, soit Netanyahou respecte sa part, respecte les engagements de Trump, et c'est une défaite catastrophique pour lui, soit il ne le fait pas et il humilie Trump. Et le monde le voit alors comme le responsable de la crise économique imminente, parce que c'est lui qui bloque la mise en œuvre de l'accord. Donc pour Netanyahou, c'est une situation perdante. Si Netanyahou ne respecte pas les engagements de Trump, l'Iran ne respectera pas non plus les siens. Donc quoi qu'il arrive, Trump perd et Netanyahou perd. Si Trump n'applique pas l'accord, ça ne donne pas une bonne image de lui. Si Netanyahou ne l'applique pas, c'est désastreux pour tous les deux. Mais l'Iran, lui, n'a aucune attente. Les exigences de l'Iran ont été satisfaites. Elles doivent être mises en œuvre immédiatement, comme pour le Liban, les avoirs iraniens et la fin du blocus. Si cela ne se fait pas, nous ne remplirons pas notre part de l'accord, pour des raisons évidentes. Donc, même si Trump n'applique pas l'accord, ou si Netanyahou ne l'applique pas, l'Iran en sort gagnant. Mais l'Iran punira Netanyahou. Plus important encore, Netanyahou sera perçu comme celui qui, pendant presque 3 mois et demi, a poussé le monde vers une catastrophe. Et maintenant, juste avant que l'économie mondiale ne tombe des chutes du Niagara, Trump essaie de la retenir, tandis que Netanyahou dit non, laissons-la tomber. Ce sera donc, dans tous les cas, une victoire politique pour l'Iran. Oui, Oui, juste un point que j'ai évoqué tout à l'heure avant que tu n'arrives, Sayed. Trump a le pouvoir. Il a les leviers pour contraindre et faire pression sur Netanyahou. Mais je ne suis pas sûr qu'il en ait la volonté. Et je ne pense pas qu'il ait le courage politique de le faire. Je suis d'accord. Les Iraniens ne s'attendent pas du tout à ce que tout se passe sans accroc. Mais en tout cas, nous avons maintenant un accord acceptable pour le peuple iranien, avec d'importantes concessions de la part des États-Unis. Et si les États-Unis décident de ne pas l'appliquer, le monde ne nous en tiendra pas responsables. Ce sont les États-Unis et le régime israélien qu'on blâmera. Le peuple iranien verra que nous avons négocié un bon accord. Certains restent mécontents. Ils disent qu'on devrait, je ne sais pas, continuer la guerre. Mais je pense que cet accord, pour l'instant, vaut mieux que de frapper le régime israélien. Parce que si le régime israélien s'engage maintenant à mettre fin aux tueries et à l'occupation, c'est à mon avis préférable. Nous ne voulons plus de tout ça, parce qu'ils massacrent des femmes et des enfants, jour et nuit. Ils sont en train de massacrer des gens partout au Liban. C'est un autre Gaza qui se répète. Alors,
Si l'Iran parvient à forcer le régime de Netanyahou, le régime sioniste, à empêcher que ce génocide continue au Liban, ce serait une énorme défaite pour eux. C'est bien mieux, bien plus important que de lancer des missiles et de frapper des cibles en Israël, même si je suis sûr, beaucoup de gens dans le monde seraient ravis de voir l'Iran tirer ces missiles. Mais si l'Iran pouvait obtenir quelque chose de bien plus grand à la place, je pense que ce serait un succès encore plus considérable. Et le meilleur peut-être, c'est de voir cette confrontation entre Trump et Netanyahou. Parce que, dans tous les cas, les adversaires de l'Iran et les adversaires du monde perdent. Les deux perdent. Je pense que la question essentielle en ce moment, c'est la suivante, professeur Marandi. Si Israël poursuit ses attaques dans le sud du Liban, s'ils font quelque chose de nouveau à Daïeh, à Beyrouth, est-ce que cela veut dire que l'Iran va fermer le détroit d'Ormuz, puis attaquer Israël? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Oui, ils vont certainement fermer le détroit d'Ormuz. Et à mon avis, bien sûr je n'en ai pas la certitude, je fais une supposition. Tout comme hier, ou peut-être aujourd'hui, j'ai dit que l'Iran allait punir le régime israélien. À ce moment-là, je n'avais pas d'informations précises, mais je pensais qu'ils le feraient. Personne ne m'a dit qu'ils allaient attaquer, mais je l'ai supposé d'après ma compréhension de l'Iran. Et ils ont bien l'intention de le faire. Donc, l'Iran va poursuivre le blocus, et l'Iran va punir le régime israélien. L'Iran a déjà tiré des missiles sur ce régime, et il les a frappés assez durement, bien plus durement que les contre-attaques israéliennes. Et puis bien sûr, l'Iran a réagi à ces contre-attaques. Les Israéliens ont déjà perdu la guerre de 12 jours. Mais même cette confrontation qu'on a eue il y a quelques jours, ce n'est pas l'Iran qui a demandé qu'elle s'arrête. Donc, en ce moment, la balle est dans le camp de Trump. Trump doit soit appliquer l'accord, et ça veut dire que Netanyahou doit aussi l'appliquer, soit il n'y a pas d'accord. Et le monde voit Trump comme incapable et incompétent, et Netanyahou comme réticent ou déterminé à détruire l'économie mondiale. Je pense, Larry, que tu peux intervenir avec le cas de Trump. Ce que le professeur Marandi vient de dire est vraiment crucial pour Donald Trump. S'il ne parvient pas à contrôler Israël, ils vont revenir exactement à la situation qu'ils connaissaient avant l'accord. Sure. Yeah, I'm not sure how long Iran will wait to see if Trump Oui, fulfills je ne sais pas his combien de temps l'Iran va attendre pour voir si Trump tient sa promesse. Parce que, encore une fois, quand on lit le document publié par les gens du MERS, il y a beaucoup d'ambiguïté dedans. Et ce sera à l'Iran de dire « Non, il faut qu'on resserre tout ça pendant qu'on en parle ». Donc, un arrêt permanent et immédiat de la guerre sur tous les fronts, ça veut dire maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Si, d'ici la fin de la journée de lundi, Israël continue ses attaques au Liban, ce sera une violation de cet accord. Et la levée complète du blocus naval sous 30 jours, eh bien oui, pour moi ça aurait dû être immédiat. C'est immédiat. D'accord. Celle que l'agence Mer News a publiée parlait d'une levée complète du blocus naval dans un délai de 30 jours. Non, ça c'était une ancienne version. L'une des concessions que Trump a faites, c'est la levée du blocus, maintenant. Et il l'a tweeté. Oui, il l'a fait. Il a corrigé son précédent tweet. Donc l'Iran n'ouvrira pas ce commerce avant vendredi. Mais la levée du blocus, elle, est immédiate. Alors, l'autre chose, et ça vient du canal Telegram Powerful Iran, disait que le blocus serait levé, mais que les États-Unis continueraient d'intercepter les navires iraniens transportant du fret ou du matériel militaire en provenance de Chine. Eh bien, pour moi, ça reste un blocus. Ils essayent juste de le présenter autrement.
Je ne crois pas que ce soit dans l'accord. C'est la fin du blocus. Je suis d'accord. Si Trump ne respecte pas, je ne connais pas tous les détails, mais ce n'est pas ce que disent les Iraniens. Professeur, laissez-moi vous lire ce que Donald Trump vient tout juste de publier sur Twitter. Il a dit « L'accord avec la République islamique d'Iran est désormais conclu. Félicitations à tous. J'autorise par la présente l'ouverture totale et libre du détroit d'Ormuz et j'autorise en même temps la levée immédiate du blocus naval des États-Unis. » Voilà ce qu'il a tweeté. Allez-y, professeur, désolé de vous avoir interrompu. Oui, encore une fois, comme il est environ 3 heures du matin, 3h12 maintenant, je n'ai pas eu le temps d'appeler qui que ce soit avant qu'on se connecte. Donc les infos que j'ai viennent d'un seul coup de fil avec quelqu'un de bien informé. Mais j'étais pressé parce que je devais te rejoindre. Alors je ne lui ai pas posé beaucoup de questions. Ce que je sais, c'est que l'écart entre l'Iran et les États-Unis, qui existait encore hier pour moi et aujourd'hui pour toi, a pris fin, comme j'ai dit déjà, il y a 2h30. Désolé, je suis un peu fatigué. Donc, les négociations se sont terminées il y a environ 2h30. Alors, toutes ces histoires disant qu'on avait conclu un accord hier, ou dans mon cas avant-hier, c'est n'importe quoi. On a eu l'accord qu'il y a 2h30. Ce qui a débloqué la situation, c'est la stupidité de Netanyahou et le fait que Trump ait ressenti le besoin d'en finir maintenant. Du coup, il a fait toutes ces multiples concessions à l'Iran et ça a comblé l'écart. Ça veut dire la fin de l'occupation. Ça veut dire la fin de la guerre. Ça veut dire la levée immédiate du blocus. À mon avis, l'Iran a largement gagné cette fois. Mais ce que Larry a dit est tout à fait juste. Qui sait ce que Trump fera s'il se réveille demain matin et qu'il ne se sent pas bien? Il pourrait très bien changer d'avis. Il se peut qu'il ne mette pas en œuvre ses engagements. Et alors, Trump pourrait dire, eh bien, au Liban, il faut que ça se fasse. À ce moment-là, bien sûr, tout s'effondrera. Mais l'important, c'est qu'au moins, même si ce n'est pas appliqué, ce sera une victoire diplomatique pour l'Iran et une grande défaite pour Trump. Parce que ce texte va sortir, et ce sera une humiliation pour Netanyahou, une défaite pour Netanyahou et pour Trump. Si c'est mis en œuvre, tant mieux. Donc, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, je pense que c'est un moment important. Mais ça ne veut pas dire que l'accord sera appliqué, ni qu'il durera très longtemps. Je pense que voici la réponse à la question que Larry vient de vous poser, professeur Marandi. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle déclaration du Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Elle dit que, selon les accords conclus, la guerre et les opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban, prendront fin immédiatement et de façon permanente à partir de ce soir. Et en plus, le blocus naval contre l'Iran sera levé immédiatement et complètement. Voilà, Larry, la réponse à votre question. Oui, l'Iran va le tester immédiatement. Est-ce que les États-Unis sont sérieux ou pas? Et vous savez, les États-Unis reculent. Je pense qu'il y a un autre élément en jeu ici, dont on ne parle presque pas. Mais l'Iran a vraiment infligé des dégâts importants aux équipements militaires américains. Disons, les systèmes de radar, de communication, les systèmes d'alerte précoce, et des avions au Koweït, à la base d'Al-Salem, et à Bahreïn, au quartier général de la 5e flotte, ce qu'il en reste. L'autre, c'est la base de l'armée au Koweït, la base aérienne Prince Saud. C'est celle dont on m'a parlé. La PSAB a été touchée et on n'a pratiquement rien vu dans les médias à ce sujet. Et puis la base de Wafik Salti, en Jordanie, a été sévèrement frappée. Des sources iraniennes et russes ont toutes deux affirmé qu'ils avaient détruit ou endommagé 12 F-35, ce qui est un nombre considérable.
Je pense que le succès de l'Iran, et je sais que l'état-major, d'après ce qu'on m'a dit, a paniqué et a accusé la Russie et la Chine d'avoir fourni à l'Iran de meilleures informations pour le ciblage. Et j'imagine que c'est le cas depuis le début de la guerre. Ils ont commencé à en fournir peu après le 28 février, mais pendant cette période intermédiaire, on a vu une nette amélioration des systèmes anti-aériens iraniens. J'avais remarqué que, lors d'une des dernières frappes, quand les États-Unis ont tiré environ 49 Tomahawks, au moins à Bandar Abbas, 5 avaient été abattus par les systèmes de défense aérienne iraniens. C'est significatif. Donc, la coopération entre la Chine et l'Iran, et entre la Russie et l'Iran, a selon moi conduit à une amélioration importante des capacités iraniennes. Et ça reste aussi dans un coin de la tête, au moins, des conseillers autour de Trump.